C'est la dernière ligne droite. Vous n'avez plus que quelques heures pour décider de vous associer à TV Liberté pour que notre aventure ensemble continue. Alors je sais bien que certains d'entre vous sont là, agacés parfois par nos demandes. Pourtant, elles sont les seules garantes de notre indépendance. Vous le savez, sur TV Liberté, vos programmes ne sont pas interrompus par des publicités pour vous pousser à consommer. Derrière mon épaule, pour préparer nos émissions, aucun milliardaire pour souffler mes propos, aucun parti politique pour dicter notre ligne éditoriale. Seulement nous et vous. Grâce à vos dons, TV Liberté peut se targuer d'une indépendance totale. Ce modèle, c'est aussi celui qui offre la possibilité aux plus fragiles d'entre nous d'accéder à une information de qualité et à des décryptages étayés gratuitement. Car nous pensons que chacun doit être responsable et savoir s'il peut contribuer un peu, beaucoup ou passionnément à notre entreprise d'utilité publique. Ce combat n'existera demain que si vous agissez aujourd'hui. Il reste maintenant peu de temps, jusqu'au 31 décembre minuit, pour faire un don et contribuer à la fabrique d'une information libre, crédible et vérifiée. Vous seul pouvez nous aider à continuer notre travail, alors je compte sur vous. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce dernier journal de l'année 2025. Et à la une de cette édition, l'année s'achève pour Emmanuel Macron dans une ambiance de fin de règne entre renoncement et perte d'influence. Entreprises, organismes publics, cliniques, les cyberattaques se sont multipliées en 2025, témoignant de la vulnérabilité française en la matière. Nous poursuivrons enfin notre tour d'horizon du bilan de l'année avec la Bulgarie qui va passer à l'euro cette nuit dans l'hostilité et l'indifférence des Bulgares. Adieu 2025 en attendant de dire adieu Macron. Le chef de l'État clôture son année en entérinant des promesses non tenues et dans un contexte crépusculaire après plus de 8 années passées à bavasser. Qu'en 2025, nous continuerons de décider et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Car chacun d'entre vous aura un rôle à jouer. C'était il y a un an, Emmanuel Macron annonçait la tenue de référendum en France pour l'année 2025. Un an plus tard, rien. Pour expliquer cela, le président se cachera devant l'instabilité de l'exécutif qu'il a pourtant provoquée avec sa dissolution ratée. Mais les faits sont là. Alors que le président va amorcer sa dernière année complète au pouvoir, le temps des comptes a sonné pour l'année écoulée. Depuis l'Élysée, le président devrait tenter de ranimer la flamme jupitérienne avec un message d'action et de continuité selon son entourage. Tout indique que c'est la fin pour le président. Le chef de l'État accordera une large place à l'actualité internationale, son domaine réservé depuis l'éclatement de sa majorité et en dépit de son manque d'influence en la matière. La guerre en Ukraine, les tensions au Proche-Orient, les négociations sur le climat et les océans figureront en toile de fond, mais sur aucun de ces sujets, le président ne pèse. Ces vœux interviennent dans un climat de scepticisme croissant. Emmanuel Macron a une cote de popularité à 25% et se trouve au niveau le plus bas depuis son arrivée au pouvoir il y a plus de 8 ans. Des projets, pourtant sans grand intérêt, comme l'inscription de la préservation de l'environnement dans la Constitution, issue de la Convention citoyenne pour le climat en 2019, ont également été abandonnés en 2025, après des désaccords parlementaires. Des reports successifs depuis 2017 illustrent une tergiversation récurrente. Emmanuel Macron évoque souvent le recours au peuple pour relancer son mandat, mais les actes ne suivent pas, cultivant ainsi l'image d'un homme de communication et pas d'un homme d'action. Sans majorité au Parlement, abandonné par ses anciens premiers ministres Édouard Philippe et Gabriel Attal, le président est au crépuscule de son règne et ne jouera plus qu'un rôle parasitaire, que ce soit en matière nationale ou internationale. Restent de possibles coups de poker, comme une dissolution, mais celle-ci plongerait probablement le pays dans un désordre plus grand et entamerait un peu plus son image déjà bien écornée. Le pouvoir exécutif semble avoir migré à Matignon, tandis que les préoccupations des Français, pouvoir d'achat, sécurité, immigration, paraissent ignorées par un président qui s'est assez naturellement tourné vers des questions internationales. Restent quelques lubies pour le président, la régulation des réseaux sociaux censés préserver les plus jeunes mais qui pourrait menacer la liberté d'expression pour les adultes, ou encore l'euthanasie qui pourrait être son exutoire sociétal pour faire oublier ses échecs sécuritaires, économiques et sociaux. Le président pourrait aussi nous resservir son service national dans sa dernière mouture, mais rien ne semble pouvoir empêcher l'effacement d'un chef d'État méprisé aussi bien à l'étranger
que dans son propre pays. 2025, année noire sur Internet. Les cyberattaques ont pullulé, affectant des entreprises de tout genre, des hôpitaux et même le sommet de l'État. Tour d'horizon avec Renaud de Bourleuf. La France est à passoire, y compris sur Internet. L'année 2025 aura battu des records en matière de cyberattaques et de fuite de données. 600 millions de données personnelles de Français ont été versées sur le dark web, une partie cachée du web. Parmi ces datas, des coordonnées, l'état civil, mais aussi parfois l'identité bancaire. Un fléau qui a frappé tous les secteurs, de la grande distribution au luxe, en passant par l'industrie et les services, à commencer par ceux de l'État. Ainsi, à titre d'exemple, en août, le groupe Bouygues Telecom a été victime d'une cyberattaque entraînant la fuite de données de 6,4 millions de comptes clients, les coordonnées, les données contractuelles, les données d'état civil, celles de l'entreprise, ainsi que les IBAN. Le groupe de grande distribution Auchan a quant à lui annoncé avoir subi une cyberattaque entraînant le vol de données personnelles de plusieurs centaines de milliers de clients. Nom, adresse, email, téléphone, numéro de carte de fidélité. La société Auchan assure que les informations sensibles comme les mots de passe, code PIN, données bancaires et cagnottes ne seraient pas concernées. Parfois, c'est une question de vulnérabilité. Les pirates informatiques attaquent les systèmes des hôpitaux et peuvent ainsi affecter le fonctionnement de certains instruments tels que les scanners. Nos dirigeants sont pourtant bien informés de ce problème. Dès février 2021, Emmanuel Macron avait mis le sujet sur la table, précisément après le piratage de 2 hôpitaux. Alors face à ça, depuis 2017, nous sommes organisés. On s'est d'abord donné des moyens. L'ANSSI donc, a fait procéder à environ 200 recrutements supplémentaires pour permettre, je crois que vos exemples ont très bien illustré, permettre à des équipes aussi de se déployer sur site, de faire face, et ça on va continuer à y travailler, à des attaques multiples et simultanées, ce qui est un risque pour moi redoutable. Et donc on s'est donné des moyens. Le président annonçait alors un investissement d'1 milliard d'euros, principalement pour un plan de relance en matière de cybersécurité. Au début de l'année 2025, la Cour des comptes rendait un rapport dénonçant le faible investissement de l'État dans la protection des systèmes d'information des hôpitaux. 1,7% du budget d'exploitation moyenne contre 9% dans la banque. Évidemment, si l'État peine à sécuriser ses hôpitaux, ces ministères sont quant à eux de vrais passoires. Mi-décembre, c'est la place Beauvau qui a été victime d'une cyberattaque massive. Et quelqu'un de malveillant peut récupérer un certain nombre de mots de passe qui lui ont permis... Donc c'est pas très sécurisé finalement. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ils ont récupéré des mots de passe sur des boîtes mail et ils ont pu, effectivement, la personne a pu accéder à certains de nos systèmes d'information. Oui, je vous le confirme. Et encore plus récemment, c'est France Travail et le réseau des missions locales qui ont annoncé mardi être victimes d'un acte de cybermalveillance, tout en assurant que les mots de passe et les coordonnées bancaires des affiliés ne sont pas concernés. En novembre dernier, c'est l'URSSAF, et plus précisément sa branche Page Emploi, qui a été attaquée. 1,2 million de personnes ont vu certaines données sensibles dérobées. Il s'agit principalement des parents employeurs qui rémunèrent une assistante maternelle ou une garde d'enfants, par exemple, mais aussi des salariés à domicile déclarés. Avec ce piratage, ils peuvent faire l'objet d'usurpation d'identité. Mi-décembre, ce sont les allocataires de la CAF qui ont été affectés. Un fichier de plus de 15 gigaoctets contenant des données d'allocataires a été mis en vente sur un forum criminel. Identité complète, coordonnées postales, email, numéro de téléphone, tout y est. Le piratage devrait concerner environ la moitié des 13,5 millions de foyers bénéficiaires. Ce n'est pourtant pas la première fois que la CAF est touchée. Déjà en février 2024, 600 000 comptes avaient été piratés. Ces derniers jours, des données internes de l'Agence spatiale européenne ont été mises en vente en ligne, accompagnées de captures montrant un accès fonctionnel à des systèmes internes. Cyberattaque d'envergure. Après plusieurs jours de rumeurs persistantes, l'agence a confirmé cette information lundi. Des données ultra confidentielles liées à des programmes spatiaux majeurs et des accès à des systèmes internes ont même été mises en vente sur le dark web. Il s'agit de documents confidentiels appartenant à des partenaires industriels de premier plan comme Airbus et Thales. De nombreux experts pointent un manque de segmentation des réseaux ou des identifiants compromis n'ayant pas bénéficié d'une surveillance suffisante, mais aussi des répercussions sur plusieurs années. En effet, les données techniques volées peuvent être utilisées pour de l'espionnage industriel et avoir des effets sur le long terme. Mais à part l'habituelle crise et les Russes, nos dirigeants français et européens n'ont pas mené de coalition de volontaires pour contrôler l'opacité du dark web. Et pour le bilan du jour, cap sur la Bulgarie où l'euro sera adopté cette nuit après un coup de force institutionnel pour empêcher les Bulgares de se prononcer par référendum sur le sujet. Le tout alors que le pays n'a ni gouvernement ni budget pour 2026. Nicolas de Lamberterie. La Bulgarie sera au 1er janvier 2026 le nouveau membre de la zone euro. Une adhésion remarquable au moins d'un point de vue. À l'exception de la Croatie en 2023, aucun autre État n'a jugé utile de passer à la monnaie unique durant la dernière décennie.
Cela fera de la Bulgarie le 21e membre de l'eurozone. Notons qu'il y a 2 pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui utilisent officiellement l'euro comme monnaie, le Kosovo et le Monténégro. Et on peut y ajouter la Bosnie-Herzégovine, qui utilise le mark convertible, qui a la valeur d'un Deutsche Mark, et a donc un taux de change fixe avec l'euro. Mais ce nouvel élargissement de la zone euro à la Bulgarie ne s'est fait ni dans la douceur, ni dans le consensus, et encore moins dans le respect des règles. En effet, sous l'impulsion du parti nationaliste Varajdanie, des centaines de milliers de citoyens bulgares ont au cours des dernières années signé une pétition demandant la tenue d'un référendum au sujet de l'adoption de l'euro, et ce dans des quantités largement suffisantes pour que les dispositions prévues par la Constitution et la loi bulgare s'appliquent et aboutissent à la tenue d'un référendum. Mais les différentes institutions, que ce soit le Parlement, la Présidence de la République ou la Cour constitutionnelle, ont systématiquement bloqué la tenue de ce référendum d'initiative populaire. Comme le disait Jean-Claude Juncker, le prédécesseur d'Ursula von der Leyen, il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. On serait même tenté d'ajouter, il ne peut y avoir de démocratie contre la construction européenne. En parallèle de cela, le pays est secoué par de très importantes manifestations, essentiellement de la jeunesse urbaine, où les revendications anticorruption de type révolution de couleur se mêlent à des franges plus souverainistes et nationalistes. Le gouvernement a démissionné et il n'y a toujours pas de budget pour l'année 2026 pour l'État bulgare. En clair, c'est une Bulgarie déjà en piteux état qui monte sur le radeau de la méduse de la monnaie commune européenne. Ce pays est un des pays les plus pauvres d'Europe et voit sa population décliner depuis la chute du rideau de fer. La moitié des Bulgares est opposée à l'entrée dans l'euro. La population est très inquiète que l'entrée dans l'euro fasse monter l'inflation, comme ce fut le cas en France lors du changement de monnaie et donc de la valse des prix. Des manifestations monstres contre l'euro et contre la corruption ont fait tomber le gouvernement mi-décembre et personne n'est aujourd'hui aux commandes du pays. Les sanctions contre la Russie ont coûté très cher à la Bulgarie. Son industrie a plongé de 20% depuis 2022. Son entrée dans l'euro ne va pas arranger les choses. La zone euro est le trou noir de la croissance mondiale et les raisons en sont nombreuses. Ainsi, depuis un an, l'euro s'est renchéri de 13% par rapport au dollar, pénalisant les exportations alors même que la croissance européenne est déjà très faible. Malgré cette atonie de l'économie, la BCE n'envisage même pas de baisser ses taux d'intérêt. La croissance de l'économie, ce n'est pas son affaire. C'est aux Européens de se débrouiller avec. Un pays comme la Bulgarie ferait mieux de ne pas entrer dans l'euro, dont le taux de change n'est pas géré, où les taux d'intérêt sont souvent trop élevés. La Bulgarie ne pourra pas ajuster le niveau de sa monnaie et défendre ainsi son industrie en cas de crise économique. Sans parler du danger d'entrer dans la zone euro au moment même où les pays phares comme la France ou l'Allemagne s'enfoncent dans de graves problèmes économiques et où la dislocation de l'euro est une réelle possibilité à l'horizon de quelques années. Et il est fort probable que les Bulgares soient très prochainement rappelés aux urnes pour élire leurs députés, ce qui constituera la 8e élection législative en 4 ans. Mais au final, le fait que la Bulgarie n'ait pas de gouvernement en exercice, mais uniquement un gouvernement d'affaires courantes, ni de budget, le tout au moment du passage à l'euro, est peut-être révélateur d'une crise démocratique encore plus profonde. Au final, malgré l'absence d'une légitimité et d'un gouvernement à l'échelle nationale, l'Union européenne avance ses pions sans aucune difficulté, peut-être même encore plus facilement. Et c'est peut-être cela l'aspect le plus pernicieux de la machinerie euromondialiste. Elle impose par la force des mécanismes et dilue les responsabilités au point que plus rien ni personne ne se sent responsable de rien, et en tout cas plus d'une collectivité aux formes et au destin indéfinis. Passons à présent à l'actualité en bref en France. L'Afrique du Nord en Europe. La qualification du Maroc pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025, a déclenché une effervescence chaotique dans les rues de Molenbeek, quartier de Bruxelles, où vivait le terroriste islamiste Salah Abdeslam. Après la victoire 3-0 des Lions de l'Atlas contre la Zambie à Rabat, les supporters ont envahi les quartiers, formant des cortèges de voitures klaxonnant, agitant drapeaux et tirant pétards et feux d'artifice. Des scooters défilaient, parfois avec armes apparentes. Des poubelles et conteneurs ont été incendiés, nécessitant une dizaine d'interventions des pompiers. La police, déployée vers minuit avec casque et bouclier, a bloqué des passages pour contenir les rassemblements. Des scènes de violence analogues devraient aussi suivre le match de l'Algérie en France, qui finira en début de soirée et devrait permettre de donner le coup d'envoi des agitations halogènes
désormais traditionnelle de la nouvelle année. L'apprentissage, autre voie mise sur le carreau par la Macronie. De janvier à octobre 2025, environ 769 000 contrats d'apprentissage ont été signés dans le privé et dans le public, selon des données publiées mardi. C'est une baisse de 4,4% par rapport à la même période de 2024. Emmanuel Macron, avec sa réforme de septembre 2018, avait développé le recours à ce dispositif, seulement pour un temps. Depuis le début du second quinquennat, les centres de formation des apprentis, les CFA, ont reçu moins de moyens pour couvrir leurs frais pédagogiques. Les subventions allouées aux patrons ont également été taillées, et elles devraient l'être encore en 2026. Le racisme anti-blanc n'est pas un mythe. Samedi, à Grenoble, le centre LGBTI Sigal organise un événement réservé aux personnes LGBTI non blanches. L'association organisatrice a pour nom Collectif LGBT étrangers et ou non blancs. Cette structure est financée par les contribuables, en l'occurrence des subventions de la mairie écologiste de Grenoble, dirigée par Éric Piolle. Celui-ci, qui veut créer des jours fériés dédiés aux personnes LGBT, n'a pas réagi après que le candidat RN Valentin Gabriac a dénoncé cette réunion interdite aux Blancs et appelé à dépolitiser les subventions municipales. Un préfet attaqué à son domicile personnel. Dans la nuit de dimanche à lundi, un clandestin rwandais armé d'une barre de fer a tenté de s'introduire dans le logement du préfet de Mayotte. Il a immédiatement été arrêté par un agent présent sur le site. Tenant des propos incohérents, il a été placé en garde à vue pour dégradation d'un bien d'utilité publique, puis hospitalisé en psychiatrie, son état étant jugé incompatible avec la garde à vue. Présent irrégulièrement sur le département, il était inconnu des services de police et de justice. Bloqué sous la Manche, mardi, plusieurs trains reliant Paris à Londres ont été bloqués pendant plusieurs heures, les passagers se retrouvant ainsi sans électricité ni chauffage. L'incident serait dû à un problème d'alimentation électrique du tunnel sous la Manche, suivi de l'arrêt d'une navette shuttle, ces trains qui transportent des véhicules entre la France et l'Angleterre. Après une reprise progressive mardi en fin d'après-midi, le trafic est reparti à la normale mercredi matin. L'actualité internationale en bref. Elle est entrée en vigueur, la nouvelle taxe carbone aux frontières. Ce mécanisme d'ajustement impose aux importations depuis ce 31 décembre les coûts carbone équivalents à ceux des producteurs européens. Après une phase transitoire depuis 2023, elle cible 6 secteurs intensifs en CO2, l'acier, l'aluminium, le ciment, les engrais, l'électricité et l'hydrogène. Les importateurs doivent déclarer les émissions et acheter des certificats au prix du marché européen. Bruxelles vise à protéger la compétitivité européenne et à pousser les partenaires à décarboner. Les industriels craignent quant à eux une hausse des coûts sans réelle protection. Ils dénoncent un dispositif incomplet avec exemption et risque de délocalisation des émissions qui, in fine, affaiblirait l'industrie sans réduire efficacement les émissions mondiales. Au 4e jour des manifestations en Iran, la colère contre la dégradation économique et sociale persiste. Les commerçants du Grand Bazar de Téhéran et d'autres centres ont fermé boutique pendant 3 jours pour protester contre l'inflation galopante dépassant 50% et la chute accélérée du rial qui fait grimper les prix hebdomadaires. Les protestations se sont étendues aux universités de la capitale. Pour apaiser le mouvement, le gouvernement a déclaré le 31 décembre jour chômé. Le président réformateur Pezeshkian et le président du Parlement ont prôné le dialogue, recevant des représentants des commerçants. Des mesures ont été annoncées comme la suspension de taxes dans le budget 2026 et la hausse des salaires au-delà des 20% initiaux. Les forces de l'ordre montrent une retenue relative, utilisant gaz lacrymogène ou balles de paintball sporadiquement, mais le procureur général met en garde contre toute déstabilisation dans un contexte de tension régionale. Le président colombien Gustavo Petro a indiqué savoir que les États-Unis avaient bombardé une fabrique de cocaïne à Maracaibo au Venezuela le 30 décembre. Dans un post sur X, il a donc évoqué une installation liée à l'ELN, guérilla colombienne, où l'on traiterait la pâte de coca. Rappelons que Donald Trump avait confirmé hier une frappe américaine sur la côte vénézuélienne visant un site de chargement de drogue. Cette opération, qui sera la première visant une cible terrestre, s'inscrit dans la campagne antidrogue renforcée de Washington contre Caracas. Les États-Unis ont déjà mené une trentaine de frappes sur des embarcations causant plus d'une centaine de morts. Nicolas Maduro n'a pas encore réagi officiellement à cette dernière frappe, mais il dénonce depuis plusieurs semaines l'agression impérialiste américaine motivée par le pétrole, niant toute implication dans le narcotrafic.
Zohran Mamdani, 34 ans, deviendra officiellement le premier maire musulman de New York après sa victoire en novembre, demain 1er janvier. Il prêtera serment juste après minuit, marquant le début de son mandat de 4 ans. La cérémonie se tiendra dans une station de métro abandonnée près de l'hôtel de ville. Ce lieu historique, fermé depuis 1945, symbolise l'architecture de l'âge d'or new-yorkais. Présidée par la procureure Laetitia James, elle réunira familles et proches conseillers. À 13h, une cérémonie publique sur les marches de l'hôtel de ville sera animée par Bernie Sanders. Suivra une inédite block party sur Broadway où sont attendues des dizaines de milliers de personnes. Cet événement, baptisé Inauguration pour une nouvelle ère, incarne l'inclusivité prônée par Mamdani. Ce soir, passé, présent et demain pour le 1er janvier, pas de JT, mais retrouvez 2 reportages exceptionnels sur l'assemblage du champagne et sur les vignes du château de Fargues en compagnie du comte de Lursalus. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fête de la Saint-Sylvestre à tous. On se retrouve vendredi en 2026.